Le récit historique qui va suivre nécessite une attention particulière, car il détaille un événement militaire d'une importance capitale. Au cours de la journée extrêmement froide du 20 et 1 décembre 1866, une colonne composée de 80, un individu appartenant aux forces armées américaines, quitta l'enceinte de sa forteresse protectrice. Ce groupe s'enfonça à la fois en selle et en marchant au sein des étendues glaciales, situées dans l'actuel état du Wyoming. L'intégralité des membres composant ce détachement perdit la vie lors de cette sortie. La destruction totale de cette force militaire s'accomplit en un laps de temps étonnamment court, ne dépassant pas 40 minutes. Par la suite, les autorités gouvernementales américaines s'empressèrent de dissimuler la réalité des faits avec une célérité presque équivalente à l'urgence mise en œuvre pour inhumer les innombrables dépouilles. Cet événement précis représenta le revers stratégique le plus absolu essuyé par l'armée régulière sur le territoire des immenses prairies occidentales. Ce funeste record demeura invaincu jusqu'au moment tragique où le commandant George Armstrong Custer conduisit son propre régiment vers le désastre tristement célèbre de Little Bighorn, un événement qui se produisit exactement 10 ans dans le futur. Le bilan final fit état de 81 victimes. Ce nombre incluait des simples soldats, des membres du commandement ainsi que des citoyens non militarisés. Chacun d'entre eux fut purement et simplement exterminé lors d'un guet-apens orchestré avec un niveau de précision tactique exceptionnel. La troupe envoyée en renfort n'atteignit finalement la zone de combat que bien des heures après la fin des hostilités. Sur place, ces militaires découvrirent un tableau macabre composé de cadavres entièrement dévêtus, physiquement mutilés et éparpillés le long d'une pente balayée par le gel. L'institution militaire américaine choisit rapidement de faire porter la responsabilité de ce drame sur les épaules d'un officier supérieur, qualifié d'imprudent. Du côté des nations autochtones, à savoir les populations Lakota, Cheyenne et Arapaho, la perception de cet affrontement différait fondamentalement. Pour ces peuples, cet écrasement militaire représentait la concrétisation parfaite d'une prédiction spirituelle fondatrice. Le point névralgique de ce récit historique repose sur une directive hiérarchique précise. Il s'agit d'une consigne stricte formulée de vive voix par un responsable du fort au cours de cette matinée extrêmement froide du 12e mois de l'année. La raison pour laquelle ce subordonné a délibérément ignoré cette interdiction formelle fait toujours l'objet d'intenses débats parmi les chercheurs spécialisés. Ces derniers s'interrogent depuis plus d'un siècle et demi pour déterminer si ce refus d'obéir découlait d'une fierté démesurée ou s'il s'expliquait par des facteurs conjoncturels bien plus subtils. À cette dimension purement disciplinaire s'ajoute le rôle singulier joué par la dimension divinatoire. Bien avant que la moindre détonation d'armes à feu ne retentisse dans la vallée, un guide spirituel autochtone fit une déclaration solennelle devant les combattants réunis en vue de l'assaut. Ce chaman leur révéla avec une immense certitude le nombre exact de militaires américains qui allaient périr lors de cette journée spécifique. L'estimation prophétique de cet individu ne présenta qu'une marge d'erreur infinitésimale, différent du compte final d'une unique unité. Afin d'appréhender pleinement le mécanisme fatal ayant conduit cette troupe de 81 personnes à s'enfoncer volontairement au sein d'une souricière inévitable, et ce, à une distance n'excédant pas 3 milles de leur propre garnison, un retour en arrière s'impose. Il s'avère indispensable d'examiner attentivement les origines d'un itinéraire migratoire, les failles d'un accord diplomatique et l'éclatement d'un conflit armé qui n'aurait jamais dû voir le jour. Il est nécessaire d'établir le contexte géographique préalable. Représentez-vous mentalement la zone synégétique finale de grande envergure appartenant à la nation Lakota Sioux. Cette région se composait de vastes plaines herbeuses entremêlées de dépressions creusées par des cours d'eau. Ce territoire colossal se déployait sur une surface recouvrant ce que nous nommons aujourd'hui la portion septentrionale du Wyoming ainsi que la partie méridionale de l'État du Montana. Cet espace géographique se trouvait encerclé par d'imposants massifs montagneux abritant des populations massives de bovidés sauvages. Ces troupeaux fournissaient la subsistance principale du peuple Lakota depuis des générations successives. Les autorités fédérales avaient d'ailleurs reconnu officiellement leur droit de propriété absolue sur ce domaine par le biais de l'accord diplomatique de Fort Laram, paraphé en 1851. Durant une période excédant 10 années, cette étendue demeura leur possession exclusive et incontestée.
Aucune cession territoriale n'avait été actée, aucune revendication adverse ne venait troubler leur souveraineté. L'administration centrale américaine validait elle-même le statut juridique de ce vaste périmètre en tant que domaine appartenant au Lakota. La découverte de gisements aurifères bouleversa cependant cette stabilité précaire. Durant l'année 1863, un explorateur répondant au nom de John Bozeman entreprit de délimiter une nouvelle voie de circulation. Cet axe de passage traversait le centre névralgique de la réserve autochtone, créant ainsi une jonction directe entre la tristement célèbre piste de l'Oregon et les zones d'extraction minière du Montana. Cet itinéraire scindait littéralement les espaces de subsistance des Autochtones de part en part. Cette intrusion géographique s'apparentait à une véritable déchirure effectuée avec une lame sur un document officiel préalablement validé et ratifié par des instances gouvernementales. De très nombreux pionniers, des chercheurs de métaux précieux, ainsi que des caravanes marchandes, initièrent bientôt des transits réguliers sur cet axe sans aucune autorisation préalable. Aucune discussion diplomatique ne précéda ces incursions massives. Ce flux ininterrompu s'effectuait dans une indifférence complète envers les habitants originels de ces lieux, auxquels le gouvernement avait pourtant promis une occupation perpétuelle et paisible. L'année 1866 marqua la décision de l'appareil militaire américain d'officialiser et de militariser cette présence territoriale illégale. La stratégie adoptée consistait à ériger une série de bastions défensifs bordant la nouvelle route marchande. L'objectif avoué était de sécuriser la migration constante des civils, se dirigeant vers les territoires septentrionaux. L'installation martiale la plus imposante et la plus cruciale de ce dispositif prendrait le nom de Fort Phil Kearny. L'édification de cette structure fortifiée se déroula durant la période estivale de 1866, au pied de la chaîne montagneuse connue sous l'appellation de Big Horn Mountains. Ce complexe défensif représentait le poste de garnison le plus vulnérable de l'ensemble de la ligne de démarcation occidentale. Il convient à ce stade du récit d'introduire l'individu responsable d'avoir transformé cette construction de bois en un véritable enfer tactique pour les forces de l'armée. Ce meneur d'hommes, nommé Red Cloud, occupait la position de dirigeant martial au sein de la faction des Oglala Lakota. Initialement, ce chef se présenta au pourparlers diplomatique organisé durant l'année 1866 dans l'enceinte de Fort Laram, avec une authentique volonté d'entendre les propositions gouvernementales. Cependant, son attitude bascula radicalement lorsqu'il remarqua que des bataillons américains faisaient déjà route vers le nord. Ces soldats partaient bâtir des fortifications sur les parcelles mêmes dont le statut constituait le sujet central des discussions qui se déroulaient sous ses yeux. Face à cette trahison évidente, le dirigeant autochtone se dressa brusquement, qualifia publiquement l'ensemble du processus de mascarade honteuse et abandonna l'assemblée sur le champ. Le chef Lakota s'abstint de formuler une proclamation d'hostilité officielle à l'encontre du gouvernement. Il opta pour une approche stratégique nettement plus redoutable. Son action consista à structurer et à diriger les opérations de harcèlement militaire les plus dévastatrices que les bataillons américains eurent à subir sur l'ensemble de ce vaste territoire des plaines. Il parvint à forger une puissante alliance guerrière regroupant des combattants issus des nations Lakota, Cheyenne et Arapaho. Ces différents groupes se retrouvèrent soudés par la menace commune d'un adversaire partagé. Concernant spécifiquement les membres de la tribu Cheyenne, leur motivation ardente trouvait sa source dans la mémoire traumatique de la tuerie survenue à Sand Creek au cours de l'année 1864. Au fil du temps, Red Cloud s'imposerait comme l'unique leader autochtone, durant l'ère des conflits des grandes étendues, à tenir tête au gouvernement fédéral, jusqu'à provoquer une paralysie tactique complète. Son action implacable contraindrait finalement l'administration centrale à évacuer ses positions défensives et à ratifier un accord de paix respectant l'intégralité de ses propres exigences. Cependant, ce triomphe absolu n'interviendrait que 24 mois plus tard. Durant la saison automnale de l'année 1866, le conflit armé n'en était qu'à ses balbutiements sanglants. La responsabilité du commandement de Fort Phil Kearny incombait à un officier supérieur nommé Henry B. Carrington, détenant le grade de colonel. Afin d'appréhender le profil de cet homme, une information fondamentale s'avère indispensable. Sa carrière militaire se caractérisait par des compétences pointues en ingénierie et en gestion logistique, ce qui l'éloignait considérablement du profil type d'un meneur d'hommes habitué aux affrontements directs.
Durant la totalité du conflit civil américain, ce militaire avait été affecté à la structuration des nouvelles incorporations au sein de l'État de l'Indiana. À aucun moment de son existence, il n'avait dirigé la moindre troupe sous le feu nourri de l'ennemi. Désormais, sa lourde mission consistait non seulement à édifier, mais également à protéger la place forte la plus précaire de toute la frontière occidentale. De surcroît, son contingent se trouvait assiégé par une force hostile, demeurant parfaitement invisible et dont les offensives s'avéraient impossibles à anticiper. Le tempérament du colonel le poussait intrinsèquement vers une précaution constante. Son attention se focalisait quasi exclusivement sur l'avancement des travaux d'architecture, l'érection des barricades en bois, l'aménagement des points de tir et la distribution rigoureuse des ressources matérielles. Cette approche méthodique et statique déplaisait fortement à ses subordonnés directs. Une grande partie de ses officiers subalternes avaient en effet participé activement aux pires combats de la guerre civile. Ces vétérans aguerris, habitués aux charges frontales au milieu des nuages de poudre lors des batailles sanglantes de Shiloh ou d'Antietam, interprétaient la prudence manifeste de leurs supérieurs comme une preuve flagrante de couardise. L'atmosphère délétère et conflictuelle régnant au cœur même de l'installation militaire, générait un niveau de péril intérieur, presque équivalent à la menace mortelle représentée par les combattants massés à l'extérieur. Lorsque la saison automnale s'installa, la forteresse se retrouva soumise à une pression continue, s'apparentant à un encerclement de faible intensité. Les forces armées fidèles à Red Cloud menaient des raids fulgurants contre les groupes isolés chargés de la coupe de Forestière. Ces combattants éliminaient systématiquement les gardes en faction et procédaient au détournement régulier des troupeaux bovins. La corvée d'approvisionnement en matériaux de construction, une expédition journalière indispensable pour garantir la croissance continue de l'enceinte, s'était transformée en une véritable opération de survie. Dès l'instant où les convois franchissaient les portes de la palissade, le déploiement d'une protection armée maximale devenait une obligation vitale. Les troupes stationnées au sein de Fort Phil Kearny ne menaient nullement une campagne de conquête territoriale triomphante. Leur préoccupation principale se résumait tragiquement à éviter la mort par inanition, tout en se terrant derrière leur propre structure de protection. L'origine de ces violences ne pouvait aucunement être imputée à une provocation de la nation, Lakota. Ce conflit armé représentait en vérité une agression directe que la nation américaine avait délibérément amenée sur le seuil de leur territoire sacré. L'exaspération collective bouillonnait parmi le personnel, confiné, menaçant de rompre définitivement la chaîne de commandement. Dans ce climat hautement instable, un gradé spécifique se préparait à exacerber les tensions existantes. Un individu du nom de William J. Fettman, arborant les galons de capitaine, fit son arrivée dans l'enceinte de Fort Phil Kearny au cours du mois de novembre 1866. Cet homme venait de bénéficier d'une élévation hiérarchique et sortait tout juste des champs de bataille du récent conflit interne ayant déchiré le pays. Dès sa prise de fonction, il afficha sans aucune retenue un profond mépris, ciblant simultanément les combattants locaux responsables des escarmouches incessantes, ainsi que la doctrine purement défensive mise en place par le colonel Carrington. Fettman s'imposa rapidement comme le porte-parole le plus bruyant d'une faction regroupant de jeunes cadres belliqueux. Ces derniers partageaient la conviction absolue qu'une offensive massive et brutale suffirait à provoquer la débandade des Lakota et à clore définitivement l'état de siège. Un élément de langage particulier permet de cerner parfaitement la nature de Fettman. Cet officier aurait formulé une vantardise d'une arrogance inouïe, clamant qu'un escadron de 80 cavaliers lui permettrait de traverser triomphalement l'intégralité du territoire sous contrôle sus. Ironie du sort, l'institution militaire lui confierait ultérieurement le commandement d'un groupe comportant très exactement 80 individus subalternes. Cependant, contrairement à ces déclarations présomptueuses, il se montrerait totalement incapable de franchir la moindre parcelle de terrain en conditions réelles. 14 jours avant le déclenchement du massacre final, précisément à la date du 6 décembre, le dirigeant suprême du fort décida d'intervenir en personne. Le colonel Carrington prit la tête d'une manœuvre offensive destinée à repousser les autochtones qui harcelaient de nouveau l'expédition d'approvisionnement en bois. La stratégie élaborée s'avérait particulièrement complexe. L'idée reposait sur l'exécution d'un mouvement d'encerclement en tenaille, conçu pour capturer les combattants ennemis entre deux sections militaires se rejoignant. Cette tentative se solda par un échec cuisant. Une synchronisation désastreuse des troupes, associée à des températures glaciales paralysantes,
empêcha l'obtention du moindre avantage tactique. Les assaillants se volatilisèrent littéralement dans la nature environnante. Les détachements sous les ordres de Carrington regagnèrent péniblement la garnison, vacillant de fatigue, sans le moindre succès tangible à présenter. Du point de vue de Fetterman et de ses partisans de l'attaque frontale, cette débâcle démontrait l'incompétence martiale totale de Carrington. Du point de vue du colonel, ce revers confirmait au contraire que leurs adversaires possédaient une discipline et un sens tactique largement supérieurs à ce que ses propres lieutenants voulaient bien admettre. Ces deux analyses présentaient une part de vérité, indéniable. Malheureusement, la communication entre les deux camps opposés au sein du fort demeura totalement rompue. Le capitaine réclamait avec insistance 80 militaires pour prouver sa théorie. Il se vit finalement attribuer ce contingent précis. Le caractère tragiquement ironique de cette coïncidence numérique allait bientôt entrer dans l'histoire militaire américaine. Il convient maintenant de présenter les profils des autres protagonistes majeurs dont les actions allaient peser lourdement lors de la journée du 20 et 1 décembre. Le lieutenant George W., Grund-officier en tant que responsable de la cavalerie. Son tempérament belliqueux le plaçait naturellement du côté de la faction dirigée par Fetterman. Cet homme prendrait la direction du groupe monté lors de la poursuite. Fatal. Le capitaine Frederick Brown occupait une place singulière, n'étant théoriquement pas assigné à la mission de secours programmée. Néanmoins, il s'imposa volontairement pour participer à l'expédition. Brown nourrissait une rancœur viscérale et souhaitait ardemment participer à un ultime engagement armé avant une mutation administrative imminente. Il gardait sur lui une arme de poing personnelle dont il ferait finalement un usage tragique contre sa propre personne. Enfin, le capitaine James Powell se trouvait initialement désigné pour guider la troupe de sauvetage au lever du jour. Cependant, Fetterman utilisa son influence hiérarchique, s'appuya sur ses prérogatives d'ancienneté et s'appropria le commandement exclusif de la sortie. Powell fut par conséquent contraint de rester à l'intérieur de la forteresse. Par ce simple concours de circonstances administratives, la vie de Powell fut préservée. La composition précise du groupe dirigé par Fetterman se décomposait de la manière suivante. L'infanterie comptait 49 soldats progressant de façon pédestre. Leur dotation matérielle consistait en des fusils de marque Springfield nécessitant un chargement fastidieux par la bouche du canon. Ces modèles à coup unique exigeaient une manipulation manuelle complexe après chaque détonation. Cette mécanique s'avérait particulièrement lente et difficile à exécuter sous des températures glaciales, engourdissant les doigts. Le contingent monté, placé sous l'autorité de Grumont, regroupait 27 cavaliers équipés de revolvers et de carabines. 2 pisteurs civils, répondant au nom de James Whitley et Isaac Fisher, accompagnaient la troupe. Ces éclaireurs détenaient des armes de poing à répétition de conception Henry, capables de tirer 16 projectiles sans réapprovisionnement. Ces équipements représentaient la technologie balistique la plus perfectionnée de l'ensemble du détachement. La force globale totalisait 3 cadres supérieurs, 2 non-combattants professionnels et 76 militaires du rang. Le décompte définitif s'élevait ainsi à 81 âmes. De l'autre côté du paysage figé par le froid, l'alliance façonnée par Red Cloud avait minutieusement positionné une force de frappe oscillant entre 1000 et 2500 combattants issus des 3 nations autochtones. Cette mobilisation massive s'apparentait aucunement à une simple escarmouche d'opportunité. L'opération relevait d'une planification militaire rigoureuse, pensée et mûrie durant de longues semaines. L'armement traditionnel des guerriers incluait des arcs, des armes contondantes, des lances effilées, ainsi que des lames courtes. Si une fraction d'entre eux possédait des armes à feu acquises lors des combats précédents, la majorité écrasante des affrontements devait se dérouler au corps à corps. Ces peuples bénéficiaient d'une supériorité tactique dépassant largement leur simple avantage numérique. Leur connaissance de la topographie locale relevait de l'intimité profonde propre aux communautés ayant arpenté ces collines depuis leur naissance. De plus, leur stratégie d'encerclement avait été répétée et perfectionnée au fil d'innombrables petites confrontations préalables avec la garnison de Fort Phil Kearny. Ces combattants ne nécessitaient nullement une technologie balistique de pointe. Leur force résidait dans l'élaboration d'un stratagème implacable, couplé à la discipline absolue requise pour le mettre en œuvre. Préalablement à la confrontation sanglante, un guide spirituel du nom de Crazy Mule effectua une cérémonie solennelle destinée à marquer définitivement l'histoire de cette coalition guerrière. Monté sur sa monture, il s'éloigna du campement principal. À son premier retour,
Ses paumes demeurèrent vides. La seconde tentative produisit un résultat identique. La troisième chevauchée ne rapporta rien de visible. Cependant, lors de son quatrième passage parmi les siens, il se présenta les poings fermement clos sur une entité immatérielle. Face aux combattants attentifs, il scanda une phrase aux répercussions colossales. « Sang dans les mains ». L'assistance comprit instantanément la portée de cette vision. La prophétie garantissait la mort de 100 militaires ennemis lors de la bataille. Imminente. Ce chiffre sacré deviendrait l'appellation même de l'événement. Dans la tradition mémorielle Lakota, cet affrontement serait éternellement désigné sous le terme de la bataille des sangs dans les mains. Cette révélation spirituelle galvanisa instantanément les rangs de l'Alliance. Les préparatifs martiaux s'accélérèrent, les peintures rituelles recouvrirent les visages et la stratégie finale fut validée. La souricière serait déployée le long de la formation montagneuse s'élevant au nord de Fort Phil Kearny, précisément sur l'axe de progression indispensable au sauvetage des convois forestiers. La réussite de l'opération dépendait d'un unique facteur, la propension des troupes américaines à se lancer à l'heure. Poursuite. Les mois d'observation minutieuse leur avaient enseigné une vérité incontestable. Les forces armées finissaient invariablement par mordre à l'hameçon. L'aube du 20 et 1 décembre se révéla voilée, traversée d'un froid polaire. Depuis leur position surélevée de Pilot Hill, les gardes déclenchèrent l'alarme réglementaire. Le groupe responsable de l'approvisionnement en rondins subissait une nouvelle agression. L'heure de la confrontation désirée par le capitaine Fettman venait de sonner. L'atmosphère matinale mordait les chairs, tandis qu'une fine pellicule de glace recouvrait les défenses de la forteresse. Les vigies repérèrent des agitations hostiles sur les versants des Sullivan Hills. Une fois de plus, l'adversaire ciblait le convoi civil sur le tronçon exact, frappé avec une régularité presque journalière. Au sein du quartier général, le colonel Carrington prit immédiatement des mesures en intimant au capitaine Powell de rassembler un groupe d'intervention pour dégager les civils encerclés. C'est à cet instant précis que Fettman s'interposa, fit valoir ses droits hiérarchiques et exigea vigoureusement la direction des opérations. Carrington finit par céder à cette pression interne. Cependant, avant d'autoriser le départ de son lieutenant, le colonel lui adressa une restriction verbale absolue. Fixant Fettman avec intensité, il formula l'interdiction de pourchasser les assaillants au-delà de la ligne de relief baptisée Lodge Trail Ridge. Cette crête montagneuse constituait la barrière infranchissable de sa mission. Le commandant précisa les fondements de cette règle vitale. Franchir cette ligne signifiait sortir définitivement du champ de vision de la garnison, s'exposer hors de portée des canons protecteurs et renoncer à toute éventualité de soutien logistique. La directive finale fut limpide. Cette limite topographique ne devait en aucun cas être enjambée. Fettman accusa réception de cet ordre catégorique. Il procéda au rassemblement de ses effectifs. Les fantassins à pied, les cavaliers sous l'autorité de Grummond et les 2 pisteurs civils lourdement armés de leur modèle Henry. Le capitaine Brown s'inséra de sa propre initiative dans le dispositif, grossissant ainsi les rangs sans ordre officiel. Le détachement de 81 âmes franchit les lourdes portes de Fort Phil Kearny. Le rythme cadencé des montures frappant le sol durci par le gel, les grincements des selles et les chuchotements des hommes dessinaient l'ambiance sonore d'une opération de dégagement perçue comme routinière. Par précaution extrême, Carrington dépêcha un estafette à la poursuite de la colonne pour réitérer sa consigne stricte concernant l'interdiction absolue de franchir la crête de Lodge Trail. Cette transmission constitua le dernier contact avéré entre le fort et ses hommes condamnés. La frontière de l'irréversible venait d'être franchie. Le contingent militaire américain parvint à proximité du groupe de bûcherons et réussit à disperser la menace. Immédiate. L'objectif premier de la sortie se trouvait ainsi rempli avec succès. Le convoi forestier était tiré d'affaire. Toutefois, un phénomène inattendu vint bouleverser la donne tactique. Une escouade restreinte, composée d'environ 100 combattants autochtones, se matérialisa sur les collines avoisinantes. Ces guerriers multiplièrent les provocations visuelles et sonores, tournoyant sur leurs montures, hurlant des provocations et brandissant de larges étoffes pour capter l'attention des militaires. Au centre de ce groupe de harcèlement se distinguait un jeune combattant de la nation Ola Lakota. Ce cavalier, nommé Crazy Horse, célébrait alors son 24e anniversaire. Il s'agissait là d'une de ses premières participations majeures à une confrontation d'ampleur,
prémisse d'un parcours exceptionnel dédié à la résistance armée. Faisant preuve d'un sang-froid impressionnant, il s'approchait dangereusement des lignes américaines, frôlant la portée des tirs ennemis, avant de virer brutalement pour conserver une marge de sécurité minimale. D'autres participants à cette manœuvre de diversion simulaient des blessures invalidantes, se laissaient tomber de leur monture en feignant la boiterie de l'animal, ou titubaient sur le sol gelé. L'ensemble de cette pantomime martiale visait un seul et unique but, projeter l'image d'une proie vulnérable et désorganisée. Cette troupe reculait de manière calculée, orientant sa retraite factice vers le secteur septentrional, attirant irrémédiablement les soldats en direction de la ligne de Lodge Trail Ridge. Le moment fatidique de la prise de décision s'imposa. Le capitaine Fetaman avait accompli la tâche qui lui incombait. Les travailleurs forestiers se trouvaient en sécurité. Les directives initiales exigeaient un repli immédiat vers l'avant-poste. Or, les manœuvres de diversion ennemies le poussaient exactement vers la direction inverse. Le mirage fuyant l'entraînait vers le nord, droit vers le sommet de la colline, vers l'unique zone géographique que Carrington lui avait formellement interdit de fouler. L'officier céda à la tentation de l'offensive. Les troupes pédestres entamèrent leur marche vers le nord. Le groupe, monté, bénéficiant d'une vélocité supérieure, prit rapidement de l'avance. La formation militaire commença irrémédiablement à se disloquer. L'espace séparant les marcheurs de l'escouade équestre se creusait à chaque minute écoulée. Mètre après mètre, la colonne gravissait le dénivelé fatal. Mètre après mètre, il s'engageait au-delà de la ligne de crête de Lodge Trail. L'aveuglement de Fetaman face à la réalité topographique allait sceller le destin de sa troupe. Son refus de respecter les avertissements préalables venait de signer son arrêt de mort. Sur l'autre versant des collines encadrant l'itinéraire, dissimulé au fond des ravins, camouflé derrière des amas rocheux et plaqué contre le sol recouvert d'herbes sèches, une force colossale patientait dans un mutisme absolu. Cette armée furtive, estimée entre 1000 et 2500 hommes, n'attendait que le signal. La manœuvre d'attraction avait fonctionné à la perfection. Les mâchoires du piège étaient prêtes à se refermer. Le détachement se situait désormais à 3 milles de base, totalement isolé du regard de ses supérieurs, définitivement hors de portée du soutien de l'artillerie lourde et dramatiquement éloigné de tout espoir de renfort rapide. Dès l'instant où la queue de la colonne passa la ligne de crête pour entamer la descente sur le versant opposé, les guerriers servant d'appât mirent fin à leur fuite simulée. Ils firent volte-face, déclenchant l'explosion des hostilités. L'assaut débuta par une onde de choc sonore. Une cacophonie de hurlements guerriers jaillit simultanément de chaque point cardinal. La pente orientale, la déclivité occidentale, l'arrière-garde, l'avant-garde, l'ensemble de ces reliefs montagneux d'apparence déserte s'anima soudainement. Des vagues de combattants surgirent de leurs cachettes avec une coordination effrayante. La fermeture de la nasse commença par le côté et, bloquant toute tentative de fuite vers le sommet protecteur, avant que le côté ouest, puis la partie nord, ne soit à leur tour submerpis. Le groupe militaire se retrouva instantanément englouti, piégé sur un terrain dépourvu du moindre abri naturel, incapable de construire une ligne de défense cohérente et privé de tout échappatoire. L'escouade équestre sous les ordres de Grumman, déjà fortement éloignée des fantassins par une distance considérable de terrain découvert, subit l'attaque à l'extrémité nord de la crête. Les soldats à pied, pénalisés par leur lenteur, se retrouvèrent cloués sur le versant sud. Bien que les deux composantes du détachement puissent s'apercevoir visuellement de part et d'autre de cet abîme, toute tentative de jonction s'avérait impossible. L'espace béant généré par la précipitation de la poursuite s'était transformé en un couloir de la mort redoutable. Le plan tactique imaginé par Red Cloud, mûri et peaufiné durant de longs mois de préparation minutieuse, se déploya alors avec une logique destructrice imparable. Dans l'enceinte de Fort Phil Kearney, l'écho étouffé de 2 salves de tirs consécutives parvint aux oreilles de la garnison, transportée par les bourrasques glaciales. S'ensuivit un mutisme pesant, puis l'absence totale de bruit. Alerté par ces signaux inquiétants, Carrington ordonna sans délai la mise en route d'une force de sauvetage sous le commandement du capitaine Tenike. Cependant, cette colonne n'atteindrait le théâtre des opérations qu'une heure plus tard. À ce moment précis, il n'y aurait plus la moindre âme vivante à ramener à l'abri. La séquence d'événements qui succéda ne s'apparenta nullement à une confrontation équilibrée. Il s'agit d'un processus d'extermination méthodique, achevé avant même que le personnel resté au fort ne saisisse la réalité de l'assaut. La rapidité d'exécution de ce guet-apens dépasse l'entendement tactique classique en deçà d'un délai de 40 minutes
l'intégralité des individus composant cette mission perdrait la vie. Aucun prisonnier ne fut toléré, aucune débandade ne fut permise, aucune fuite ne réussit. L'issue fut fatale pour tous. Analysée d'un point de vue aérien, la disposition des forces illustre un encerclement magistralement exécuté. Les autochtones convergèrent de 3 axes distincts de manière parfaitement synchronisée, restreignant inexorablement la zone de repli à chaque nouvelle vague d'assaut. L'unité positionnée à l'est garantissait le verrouillage de la voie de retour. Le groupe de l'ouest clouait les cibles sur leur position initiale. La force de frappe septentrionale s'enfonça massivement dans la brèche, séparant les cavaliers de l'infanterie, annihilant toute possibilité de réunification des 2 moitiés du détachement. L'axe de progression emprunté par l'armée américaine s'était métamorphosé en une impasse mortelle absolue. Le sifflement strident de centaines de cordes d'arc bandés simultanément se mêla aux détonations sourdes des armes à feu Springfield. Ces mousquets à tir unique s'avéraient tragiquement inadaptés à l'urgence de la situation, leur rechargement demandant un délai interminable. Les fantassins réussirent de justesse à improviser une formation défensive précaire sur le flanc de la colline, mais le terrain n'offrait aucune protection tangible, aucune structure, aucun arbre protecteur, seulement des herbes hautes atteignant les rotules et quelques affleurements rocheux dispersés. Le détachement de cavalerie, isolé plusieurs centaines de mètres plus au nord, sombra dans la panique la plus totale. Les montures, terrorisées par le déluge de projectiles sifflants, se cabraient violemment et rompaient les rangs. Grun s'efforça désespérément de regrouper ses cavaliers autour d'un amas de blocs de pierre situé sur le sommet septentrional. Cet amas rocheux représentait l'unique configuration topographique susceptible d'offrir un semblant de couverture défensive. Le commandement se trouvait désormais irrémédiablement scindé en 2 entités distinctes. L'infanterie tentait de résister sur son carré d'herbe au sud. La cavalerie s'entassait derrière les rochers au nord. Dans l'espace béant séparant ces 2 pôles de résistance, la marée humaine ennemie déferlait, noyant toute espérance de secours mutuel. L'atmosphère glaciale propageait les hurlements de douleur et les cris de guerre avec une netteté terrifiante d'un bout à l'autre de la vallée. Les 2 groupes pouvaient parfaitement percevoir l'agonie sonore de leurs camarades éloignés. Cette perception auditive de la tragédie en cours soulignait l'impuissance absolue de leur situation. Entendre la fin approcher sans pouvoir intervenir. 20 minutes s'écoulèrent seulement entre le hurlement inaugural marquant le début de l'embuscade et l'ultime pulsation vitale sur le champ de bataille. Les 27 hommes en selle accompagnant Grumman atteignirent l'amas rocheux nord, mais cette position s'avéra structurellement défaillante. Ces pierres n'offraient un rempart que sur un seul flanc. Les assaillants contournèrent cette faiblesse avec aisance, intensifiant la pression multidirectionnelle. Les militaires tentaient de riposter avec leurs armes courtes depuis le dos de leur monture, espérant freiner la progression de la marée humaine. Cependant, la mobilité fulgurante des combattants Lakota et Cheyenne, progressant au ras du sol, leur permettait de franchir la distance critique avant même que les militaires ne puissent procéder à un nouveau cycle de chargement. Des guerriers se jetèrent directement sur les soldats en selle afin d'accomplir le rituel du coup compté. Cette pratique consistait à frapper physiquement un adversaire encore en vie à l'aide d'une arme de mêlée ou de sa propre main. Ce geste représentait la démonstration de courage individuel la plus glorifiée au sein de leur culture martiale. Légèrement à l'écart du point de rassemblement de la cavalerie, les 2 éclaireurs civils, Whitley et Fisher, avaient trouvé refuge derrière le tronc isolé d'un arbre. La puissance de feu délivrée par leur carabine Henry transforma le périmètre immédiat entourant ce végétal en la zone de destruction la plus dense de tout le secteur. Capables d'expédier 16 balles sans discontinuer, ces armes crachaient un feu nourri ininterrompu. Les cadavres des assaillants s'amoncelèrent rapidement, formant un cercle macabre autour des 2 tireurs. Durant de longues et intenses minutes, ces 2 individus parvinrent à endiguer le flux ennemi grâce à une densité de tirs stupéfiante. Hélas, l'échauffement excessif des mécanismes balistiques, couplé à l'épuisement inéluctable des réserves de munitions, eut raison de leur résistance. La fréquence des tirs s'amenuisa inexorablement. Dès l'instant où les carabines Henry cessèrent de tonner, l'adversaire combla la distance résiduelle en une fraction de seconde. Lors des opérations ultérieures de ramassage des dépouilles, les chercheurs dénombreraient plus d'une centaine de douilles métalliques vides éparpillées sur le sol gelé à proximité de cet arbre. L'effort de guerre, fourni par Whitley et Fisher, dépassa en intensité et en durée celui de n'importe quel autre membre de la colonne.
Cette opiniâtreté acharnée se révéla néanmoins insuffisante face à l'écrasante supériorité numérique. Au sein du périmètre rocheux, la cohésion de la cavalerie vola en éclats. L'effroi s'empara des équidés, les poussant à se dresser sur leurs pattes arrière, à s'enfuir aveuglément et à éjecter leurs passagers. Les effluves sanguinolents, combinés au tumulte assourdissant des hurlements guerriers, avaient annihilé toute possibilité de contrôle sur ces animaux. Les militaires furent violemment projetés hors de leur position surélevée. La phase des tirs à distance réglementaire prit fin brutalement. Les assaillants réduisirent l'espace de combat pour engager des affrontements extrêmement rapprochés. La proximité devint telle que l'usage des gourdins de pierre lourds et des pointes de lance devint le mode d'exécution privilégié. Ce qui avait débuté comme une fusillade se mua en une mêlée d'une brutalité indicible, mêlant hommes à pied et bêtes affolées. Rompus dès leur plus jeune âge à ce type d'engagement physique rapproché, les guerriers autochtones s'y montrèrent absolument intraitables. Grumont résista farouchement depuis sa selle, défendant sa position au fait du relief, jusqu'à succomber sous la masse d'ennemis. Le contingent monté disparut complètement en tant qu'entité militaire organisée. Le regroupement rocheux de la colline nord se mua en un charnier glacial. La troupe de secours dépêchée ultérieurement recenserait 60 taches hémorragiques distinctes, imprégnant le sol gelé, formant le centre d'une macabre plantation de flèches profondément enfoncées dans la terre et dans les corps suppliciés. La dimension la plus effroyable de ce désastre s'abattait déjà sur l'autre section du commandement, se propageant avec l'inexorabilité de l'hiver environnant. La destruction du groupe monté étant achevée, l'anéantissement des fantassins positionnés au sud devint l'étape suivante de l'opération. Les 49 soldats, placés sous la responsabilité directe de Fettman, s'étaient agglutinés sur le flanc de la colline, adoptant la posture la plus compacte possible compte tenu des circonstances. Ce regroupement d'hommes cernés, dont le nombre diminuait inexorablement, ne disposait d'aucune barrière protectrice, si ce n'est de minuscules cavités creusées dans le sol gelé et quelques blocs de pierre dérisoires. Depuis leur position, ces fantassins observaient la zone de combat située au nord. Le silence pesant qui succéda au tumulte leur permit de comprendre sans ambiguïté la funeste issue de leurs camarades cavaliers. La certitude de leur isolement total et définitif s'imposa à eux. Le détachement à pied tenta de maintenir une cadence de tir régulière. Ces détonations, lointaines, dont le son franchit la distance de 3 miles jusqu'au poste de commandement de Carrington, incitèrent ce dernier à ordonner en urgence la formation de la colonne de secours menée par Tennick. Toutefois, les caractéristiques techniques des armes de dotation, exigeant un remplissage lent de la chambre par le canon, constituaient un handicap mortel dans un tel environnement glaciaire. Les extrémités des membres gelés compliquaient atrocement la manipulation des cartouches en papier contenant la poudre noire. Les tiges de refoulement métal s'agrippaient aux parois givrées des canons. La procédure de rechargement contraignait chaque soldat à rester totalement à découvert durant de longues secondes, un délai durant lequel l'ennemi fondait sur eux à une vitesse terrifiante. Les salves défensives ne s'étalaient plus en minutes, mais se comptaient en ultimes battements de cœur. 2 explosions collectives de mousquets eurent lieu avant que la distance séparant les belligérants ne soit totalement effacée et que les assaillants ne s'infiltrent au sein même de la formation. La phase finale de cet affrontement révèle une atrocité remarquable, même dans le contexte historique particulièrement brutal des conflits frontaliers de cette époque. L'examen attentif des 81 cadavres révéla une donnée stupéfiante. Seule une demi-douzaine de victimes présentaient des blessures mortelles occasionnées par des tirs balistiques. L'écrasante majorité des soldats trépassa lors d'un affrontement direct au corps à corps. Le massacre s'exécuta au moyen d'armes contondantes lourdes destinées à broyer les squelettes, par la pénétration de lances acérées au cœur de la mêlée et par l'usage répété de lames courtes dans un entremêlement confus de corps luttant pour leur survie. L'épisode final ne prit pas la forme d'un affrontement à distance, mais d'une boucherie d'une proximité effroyable. Un reliquat de soldats se positionna en cercle, se protégeant mutuellement les arrières, utilisant leurs fusils déchargés comme de simples matraques improvisées pour repousser la foule adverse. L'étau se comprima inlassablement. Au fur et à mesure que les défenseurs succombaient, la taille de cette formation circulaire se réduisait de manière dramatique. L'effondrement successif des militaires finit par absorber totalement ce périmètre défensif,
ne laissant derrière lui qu'un amoncellement de corps sans vie écrasant les herbes gelées. Les investigations postérieures permettraient de localiser les dépouilles des fantassins concentrées dans un périmètre restreint ne dépassant pas 12 mètres d'envergure, situé à l'emplacement exact de l'actuelle stèle commémorative. Cette zone représentait la densité de mortalité la plus élevée de l'ensemble du secteur. Ces hommes périrent ensemble, entassés dans une superficie équivalente à celle d'une simple habitation, bataillant avec l'énergie du désespoir. Une forte odeur métallique, liée aux épanchements sanguins, imprégnait durablement l'atmosphère stagnante et glaciale. Le sol supportant leurs ultimes efforts disparaissait sous un tapis de douilles percutées, de tiges de flèches fracassées et des restes méconnaissables d'une force militaire totalement désintégrée dans un laps de temps à peine supérieur à celui requis pour avaler un repas sommaire. La tragédie s'acheva par la cassa, disparition des deux ultimes figures d'autorité. Durant ces secondes terminales, la confrontation se concentra autour d'un microcosme effroyablement réduit. Le capitaine Fettman respirait encore. À ses côtés se tenait le capitaine Brown, cet officier qui s'était invité dans le dispositif sans ordre de mission préalable, motivé par la perspective d'un ultime fait d'armes. La totalité de leurs subordonnés gisait inanimés ou vivait d'ultimes agonies autour d'eux. Le combat de Fetterman se poursuivit jusqu'au seuil de la mort. Une figure emblématique de la nation Lakota, connue sous le nom d'American Horse, s'avança vers lui au cœur du tumulte généralisé. Ce combattant, dont le prestige se cristallisa lors de cet acte de bravoure suprême, affronta le capitaine américain dans un duel sanglant à l'arme blanche. L'analyse des mutilations infligées au corps du militaire témoignera de la violence de cet échange. De profondes entailles lacérèrent son torse, son cou, résultat d'une lutte acharnée où l'adversaire autochtone affirma sa supériorité physique. Le responsable de l'expédition s'effondra lourdement sur le sol recouvert de givre, dans l'ombre de son supérieur. Tombé, le capitaine Brown opta pour une résolution fondamentalement différente. Que cette décision soit le fruit d'une résignation absolue, d'un ultime geste de défi envers l'ennemi approchant, ou de la prise de conscience glaciale des sévices post-mortem qui attendaient les cadavres abandonnés sur cette terre, il positionna le canon de son arme de poing contre la base de son crâne et déclencha le mécanisme. L'ensemble de la vallée sombra instantanément dans une accalmie funeste. 81 corps jonchaient un périmètre de crête s'étirant sur plus de 800 mètres. La concentration principale de fantassins maculait le versant sud. Les dépouilles des membres de la cavalerie s'éparpillaient au nord parmi les blocs rocheux, ensanglantés. Whitley et Fisher reposaient près de leur abri végétal, entourés de l'immense anneau de laiton formé par leurs douilles vides. Les vainqueurs commencèrent à déambuler parmi les corps inertes, s'appropriant systématiquement l'armement, l'habillement et les ressources matérielles des vaincus. Le processus de mutilation des dépouilles commença, une pratique profondément ancrée dans la cosmogonie de ces peuples, destinée à annihiler la menace spirituelle de l'ennemi dans le monde de l'au-delà. Bien que l'institution militaire américaine utiliserait ultérieurement ces actes pour fomenter la colère de l'opinion publique, leur nature initiale demeurait rituelle. La durée intégrale de l'affrontement, depuis la première clameur hostile jusqu'au dernier râle d'agonie, se concentra sur une période remarquablement courte, comprise entre 20 et 40 minutes. Une section militaire entière venait d'être rayée des effectifs. L'alliance Lakota, Cheyenne et Arapaho amorça son repli stratégique, évacuant précautionneusement ses propres blessés et ses morts du champ de bataille. Le sillage de leur départ laissa un versant silencieux, recouvert de cadavres gelés, marquant la naissance officielle d'un mythe fondateur. Le souffle de l'hiver caressait désormais le sommet de la colline. Seul le bruissement du vent venait rompre l'immense vide laissé par la disparition, fulgurante de ces 81 vies. Le coup de feu libérateur de Brown avait scellé l'effroyable mutisme des lieux. Une soixantaine de minutes après l'extinction des combats, le détachement de renforts dirigé par le capitaine Ténique enjamba la fameuse ligne de relief et s'enfonça dans l'horreur absolue. La progression de la troupe de sauvetage s'effectuait avec une lenteur extrême, la crainte d'une nouvelle embuscade paralysant chaque mouvement. Au moment où l'escouade atteignit enfin le point d'observation dominant le théâtre de l'affrontement, le spectacle macabre figea littéralement les soldats dans leurs bottes. 49 cadavres s'offraient directement à leur regard. Ce groupe compact de fantassins, entassés dans une proximité inconcevable, témoignait de l'intensité de la résistance finale.
Les dépouilles gisaient totalement dénudées, dépouillées du moindre vêtement militaire, de leurs chaussures, de leurs équipements balistiques et de leurs objets personnels. Le degré de mutilation infligé aux restes charnels déclencha de violents accès de nausée parmi de nombreux membres de l'escouade de secours. D'autres, militaires, demeurèrent simplement pétrifiés, scrutant l'horizon avec hébétude, peinant à assimiler l'ampleur du désastre étalé sous leurs yeux. Un tableau funèbre, se résumant à un enchevêtrement de membres meurtris, reposant sur une terre pétrifiée par le froid, baignant dans un calme absolu. L'éprouvante procédure d'enlèvement des restes humains débuta par la section des fantassins. Les cadavres furent hissés un par un à bord des charrettes militaires. L'observation, minutieuse de chaque corps, révélait les stigmates d'une sauvagerie de contact qu'aucun compte-rendu administratif officiel ne parviendrait jamais à transcrire avec exactitude. Par la suite, la colonne funéraire s'orienta vers la partie septentrionale de la vallée, là où la cavalerie placée sous les ordres de Grumman avait été anéantie au milieu des rochers. Une forêt dense de tiges encochées transperçait aussi bien la surface du sol durci que les chairs figées des victimes. Les 60 larges auréoles hémorragiques marquaient la surface minérale avec la précision d'une constellation cauchemardesque, délimitant le maigre périmètre défensif dont la résistance n'avait duré qu'une poignée de minutes. Plus loin, à l'ombre de l'arbre esselé, l'équipe de récupération découvrit les restes de Whitley et Fisher. La vaste quantité d'étuis de laiton percutés dispersés autour du tronc constituait le témoignage muet le plus impressionnant de l'intensité de leur lutte. Ces deux pisteurs avaient déversé un véritable mur de plomb sur les assaillants grâce à la capacité destructrice de leur modèle, Henry. Les signes de leur résistance désespérée parsemaient le secteur, mais la sophistication technique de cet armement ne suffit malheureusement pas à compenser le raz-de-marée humain qui s'abattait sur eux. Les corps des capitaines Fetterman et Brown gisaient à proximité l'un de l'autre. L'analyse des stigmates mortels de Fetterman, caractérisée par de profonds sillons provoqués par une arme blanche manipulée de main de maître par American Horse, offrait un contraste saisissant avec la blessure par balle auto-administrée de son homologue. Ces deux figures de commandement, rapprochées dans le trépas, illustraient deux dénouements fondamentalement divergents. Les dépouilles mutilées rejoignirent finalement les tombereaux de transport avant que la colonne n'entame son lugubre voyage de retour vers Fort Phil. Kearney. Aussitôt franchis, les lourdes portes de bois se barricadèrent solidement sur la garnison traumatisée. L'enceinte militaire s'enfonça alors dans un état de confinement défensif, si absolu que ses occupants demeurèrent persuadés, durant de multiples journées angoissantes, qu'aucun renfort extérieur ne viendrait jamais briser leur isolement. Du point de vue de la nation Lakota et de l'ensemble des tribus alliées, les répercussions de ce triomphe martial dépassèrent largement la simple satisfaction stratégique. La fameuse révélation chamanique des 100 combattants ennemis anéantis venait de trouver sa résolution concrète. Bien que le bilan exact diffère légèrement du chiffre mystique annoncé, la substance de la vision trouvait une validation indéniable. L'autorité spirituelle du devin Crazy Mule se trouvait formellement assise. Cette écrasante victoire ne constituait pas uniquement un chef-d'œuvre de planification militaire, elle incarnait par ailleurs un couronnement religieux fondamental. Ce massacre conservera perpétuellement ce patronyme divinatoire dans l'héritage collectif Lakota, bien au-delà de la nomenclature purement géographique que lui assignera ultérieurement l'administration fédérale. Concernant les pertes subies par l'Alliance autochtone, les évaluations historiques oscillent entre 13 et 60 décès, un tribut dérisoire comparé à l'ampleur du châtiment administré. La combinaison redoutable d'une supériorité numérique écrasante, d'une parfaite utilisation de la géographie locale et de l'effet de surprise paralysant de l'embuscade permit de réduire les dommages dans les rangs autochtones de manière spectaculaire. Les coutumes funéraires exigeant, l'évacuation immédiate des morts et des blessés hors du périmètre, des combats compliquent considérablement l'établissement d'un bilan chiffré irréfutable par les archéologues contemporains. Cependant, la disproportion des pertes demeure flagrante. Le maintien d'un ratio de létalité d'au moins 6 ennemis abattus pour un seul combattant perdu, obtenu en un temps record face à une troupe lourdement armée de fusils, relève de l'exploit tactique. Cette confrontation ne se solda nullement par un succès teinté d'amertume. L'événement illustrait une virtuosité indéniable dans la conception et le déroulement d'une offensive en grande échelle.
La transmission des nouvelles relatant cette tragédie frontalière atteignit rapidement la façade atlantique du pays par le biais des lignes télégraphiques et des messagers à cheval. L'opinion publique réagit par une explosion de stupeur, mêlée à une furieuse volonté d'identifier et de punir un coupable. L'institution militaire cibla rapidement sa victime expiatoire avec une urgence remarquable. Le blâme s'abattit avec force sur le colonel Carrington. La hiérarchie supérieure choisit d'ignorer totalement qu'il avait expressément prohibé le franchissement de la crête de Lodge Trail Ridge, tout en balayant d'un revers de main les multiples courriers d'alerte dans lesquels il suppliait l'envoi de renforts afin de contrer le péril grandissant. Les généraux Phillips et George Cook décidèrent de le révoquer, brutalement de son commandement, actant par la même occasion la destruction définitive de sa carrière sous les drapeaux. Cet officier fut précipité dans l'anonymat d'une retraite déshonorante. L'interprétation officielle des événements se figea autour d'une version simplificatrice et réconfortante pour l'orgueil national. Le récit se résuma à l'insubordination d'un commandant impétueux ayant conduit son régiment vers une destruction inévitable. Si cette narration comporte une part de vérité factuelle indéniable, elle s'efforce surtout d'effacer les failles structurelles ayant conduit à cet écrasement. La vulnérabilité intrinsèque d'une forteresse mal pensée, la futilité d'un objectif de maintien de l'ordre irréalisable, la création illégitime d'un itinéraire marchand éventrant le cœur du domaine Lakota, et la perpétuation d'une doctrine de commandement valorisant l'impulsivité belliqueuse au détriment de l'analyse raisonnée. Carrington avait inlassablement alerté ses supérieurs, imploré l'envoi de soutien matériel, et la machinerie militaire finit malgré tout par l'écraser sous le poids de la culpabilité. Des commissions d'investigation ultérieures finirait par nettoyer sa réputation dans le plus grand secret, mais il consacra le reste de son existence à justifier vainement la pertinence de ses actions défensives. Les 81 cadavres ensevelis dans le Wyoming ne disposèrent quant à eux d'aucune tribune pour se défendre. Néanmoins, l'impact politique de cette catastrophe s'étendit bien au-delà de la destitution d'un simple gradé. Ce désastre militaire obligea les instances gouvernementales à adopter une posture diplomatique stupéfiante, un renoncement quasi inédit dans l'histoire de l'expansion vers l'ouest. La destruction de l'unité de Fetterman, associée au maintien d'une pression insurrectionnelle implacable tout au long de l'année 1867, ruina définitivement la détermination des dirigeants politiques à protéger la voie de Bozeman. L'année 1868 marqua la ratification d'une nouvelle convention de paix à Fort Laramie. Le contenu de cet accord dérogeait totalement aux standards de domination habituels de l'administration américaine. Le gouvernement accepta d'évacuer définitivement et de détruire les 3 garnisons protégeant l'itinéraire, signant ainsi l'arrêt de mort de Fort Kilkenny. La région bordant la rivière Powder obtint le statut de propriété territoriale inviolable et non aliénable. L'axe de circulation controversé fut condamné et interdit au trafic. L'unique conflit armé mené contre les Premières Nations que le gouvernement fédéral perdit de manière incontestable ne s'acheva par aucune capitulation sur un champ de bataille, mais par l'abandon pur et simple du terrain par l'armée d'occupation. Le grand chef Red Cloud scruta les flammes dévorant les structures de bois avant d'apposer son approbation sur le parchemin gouvernemental. Cette vérification visuelle constituait une exigence absolue de sa part. Il refusait de sceller l'accord de paix tant qu'il n'aurait pas constaté la calcination définitive de ses bastions offensifs, implantés sans légitimité sur le sol de ses ancêtres. Ce n'est qu'une fois la fumée dissipée et les braises encore brûlantes qu'il ratifia la cessation des hostilités. Toutefois, cette victoire historique recelait une fragilité intrinsèque qu'aucune signature diplomatique ne saurait conjurer indéfiniment. 8 années passèrent avant que la ruée vers les minerais précieux ne frappe le massif montagneux des Black Hills, un périmètre hautement sacré, pourtant explicitement sauvegardé par le document solennel signé sous l'égide de Red Cloud. Le gouvernement des États-Unis viola l'accord de 1868 avec autant de désinvolture qu'il avait violé l'accord de 1851 auparavant. L'histoire amorça tragiquement un nouveau cycle de destruction. En 1876, sur les rives d'un cours d'eau appelé Little Big Horn, un autre chef de division équestre, aveuglé par sa propre arrogance tactique, dirigerait ses régiments vers une annihilation totale, orchestrée par une vaste union des mêmes forces autochtones. L'étalon macabre de la mortalité militaire, qui résista jusqu'à l'anéantissement de l'unité de Custer une décennie plus tard,
trouva donc ses origines sur une butte pétrifiée par le froid aux abords de Fort Phil Kearny. Durant plus d'un siècle complet, l'analyse académique traditionnelle se conclut dans une vision réductrice des événements. Le résumé s'articulait grossièrement ainsi. L'arrogance caractérisait l'officier Fetterman, l'insubordination guida ses pas, la mort sanctionna ses choix. Un enchaînement mécanique et sans nuance. Cependant, les recherches contemporaines en histoire ont profondément nuancé cette grille de lecture simpliste. Le poids du conformisme et l'influence néfaste exercée par le reste de la hiérarchie subalterne pesèrent lourdement sur la conformiste. Psychologie du capitaine. Le cercle des jeunes cadres belliqueux, confinés dans la garnison, trépignait d'impatience à l'idée d'une manœuvre décisive, associant la moindre attitude défensive à un pur opprobre moral. Le pouvoir décisionnel de Carrington s'était vu méthodiquement érodé de l'intérieur par l'attitude séditieuse de ses propres officiers durant de longs. Le moule idéologique de l'armée américaine post-guerre civile glorifiait l'assaut destructeur comme l'essence même de la profession de soldat, tout en dénigrant violemment la stratégie d'attente. Si Fetterman fit incontestablement preuve d'une témérité fatale, son attitude découlait organiquement d'une matrice institutionnelle formatée pour générer de l'agressivité aveugle, avant de crucifier publiquement les individus que cette même agressivité conduisait au désastre. Le théâtre du massacre. Transformé aujourd'hui en une paisible étendue végétale du Wyoming, surplombé d'un monolithe commémoratif érigé sur le lieu de regroupement de l'infanterie, continue de murmurer ses secrets. De multiples fouilles archéologiques rigoureuses ont attesté scientifiquement de l'agglomération finale extrême des soldats à pied, tout en cartographiant méticuleusement la position de chaque munition tirée. Ces relevés topographiques ont également permis de confirmer la présence matérielle des derniers combattants à cheval cerné au milieu de l'éperon rocheux situé au nord. Chaque nouvel élément extrait de la terre conforte invariablement le même verdict accablant. Ce guet-apens brilla par l'extraordinaire célérité de sa conclusion, la perfection chirurgicale de sa mise en œuvre et l'élaboration d'un schéma tactique si redoutable que l'appareil militaire américain de la fin de l'année 1866 s'avéra structurellement impuissant à s'en prémunir. Le matin brumeux du 21 décembre 1866 vit 81 militaires quitter l'enceinte sécurisée de Fort Phil Kearny. La totalité de ces individus perdit la vie en regardant un relief géographique que leur hiérarchie leur avait formellement défendu. D'enjamber. Malgré cette interdiction stricte, ils prirent la décision de traverser cette limite naturelle. Leur jugement fut obscurci par une poignée de cavaliers fuyards, conçus comme des leurres vivants. Ces ombres glissantes s'évanouirent soudainement au cœur d'une nasse mortelle, un guet-apens méticuleusement orchestré qui patientait dans le silence absolu, bien avant que le soleil ne daigne se lever sur les vastes horizons.